Merci beaucoup. Oui, j'avais intitulé la présentation Entendre et faire entendre la voix des victimes. Vous m'entendez, hein? Ok. Je pense que, étant donné qu'il y a un déplacement, bon, à la fois dans le temps, dans l'espace, mais aussi un déplacement disciplinaire qui s'opère par rapport à non seulement l'intervention précédente, mais je crois l'ensemble de la journée. Donc peut-être quelques mots d'introduction sur la façon dont la question de la voix a été posée et posée en ethnographie. Disons juste quelques mots, hein, la façon dont elle est posée, qui m'intéresse moi pour vous parler aujourd'hui. À partir des questions sur lesquelles je travaille, qui sont celles des violences de masse, de la violence d'État en Iran, mais aussi aux frontières de l'Europe, où voilà, j'ai travaillé sur les questions de contrôle migratoire et de gouvernement des frontières dans le cadre de mon doctorat. Et ce à quoi on a affaire est de plus en plus en fait une violence politique. Donc sur cette question de la voix en ethnographie dans les violences d'État et autour de la question de la violence politique, je pense qu'il y a deux dimensions qui sont présentes dans le titre. C'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a une espèce de mission ou une ambition de l'entreprise ethnographique qui est celle d'entendre, enfin de faire entendre la voix, de devenir la voix de ceux dont on n'entend pas la voix. Avant, on disait de ceux qui n'ont pas de voix, mais on est un petit peu revenu de ces prétentions-là, mais en tout cas de ceux qui demeurent inaudibles. C'est un intérêt de la démarche ethnographique dont on peut caricaturer un petit peu la posture, donc se faire le porte-voix de certaines communautés, de groupes subalternes, etc. Mais derrière cette ambition, il y a un travail de traduction au sens propre et figuré qui, je pense, est au cœur de la démarche de savoir en anthropologie. Je vous prie de m'excuser une seconde. Et donc, par exemple, si on pense aux travaux d'Abdelmalek Sayad, dont beaucoup finalement du travail consiste à faire une espèce de montage, comme on fait un montage filmé, mais de montage dans des entretiens oraux, avec des enquêtés à travers une méthode qui est celle de la socio-analyse, donc à travers laquelle l'enquêté va se saisir lui-même de le travail, de la façon dont il est pris dans des formes dans des dominations sociales, des formes d'aliénation, etc. Et cette socio-analyse fait entendre une voix différente dans les travaux de Sayad qui est due donc tout à coup une parole extrêmement différente donc des Shibani, qui est notamment due au fait que les entretiens sont menés en arabe et que on entend les gens parler dans une langue extrêmement maîtrisée, dans une oralité extrêmement maîtrisée. Et c'est vrai que par rapport à ça, dans la démarche ethnographique, le fait de marquer ou pas, enfin de retranscrire ou pas les marqueurs de l'oralité quand on fait un entretien, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup quand on est étudiant, avec les étudiants, et encore qui fait partie du travail d'écriture. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on va rendre les marqueurs de l'oralité, de la situation d'entretien? Dans quelle mesure est-ce qu'on va les gommer? Qu'est-ce qui est en jeu par rapport à la voix qu'on retransmet? Qu'est-ce qui est en jeu dans ce travail-là? Et c'est un travail qui n'est pas du tout simple. C'est-à-dire qu'au départ, les étudiants peuvent être tentés de garder tous les marqueurs de l'oralité, et surtout pour des gens qui sont particulièrement en situation de socialement plus dominée, donc qui ont une maîtrise du langage qui est moindre. Le fait d'apprendre aussi à gommer ces marqueurs de l'oralité pour arriver à faire entendre des voix, c'est ce qui m'apprend dans l'écriture ethnographique. Il y a une deuxième question. Donc, donc la première, c'est celle de faire entendre la voix. Et il y a une autre question qui est celle, non pas de faire entendre, mais d'entendre, ou plutôt d'écouter. Et en effet, la question de l'écoute ethnographique a été
finalement a émergé comme un déplacement au fil de la discipline, comme un déplacement qui, par rapport à une primauté dans la méthode dans la méthode empirique, qui était celle de l'observation participante. Bon, vous êtes toujours là? Oui. Oui, donc par rapport à cette question de l'écoute ethnographique, donc au départ, à partir de quoi se construit la pratique de terrain, c'est l'observation. Donc on va dire l'observation participante, la participation observante, mais c'est la question du regard. Et finalement, petit à petit émerge la question de l'écoute à travers notamment des auteurs comme Dwight Conkerwood à partir des années 80, qui va ouvrir le champ des performance studies, mais également un anthropologue comme Vincent Crapantano qui développe une approche phénoménologique, notamment d'une anthropologie de la violence dans son ouvrage qui a été consacré à la mémoire, aux transmissions mémorielles de l'expérience Harkis. Et donc, par rapport à cette question de l'écoute ethnographique sur laquelle j'ai plutôt me concentrer aujourd'hui, il y a deux choses peut-être qui seraient importantes à rappeler. C'est d'une part la question du silence. Donc, on parle de voix, mais en effet, ce qui va prendre de plus en plus de place dans l'analyse, c'est également l'attention accordée au silence et ce qu'on en sort. Et il y a différents silences à ce niveau-là. D'une part, il y a la question de ce qui ne se dit pas, de ce qui ne se prononce pas, des limites qu'on se trace ou qu'on nous trace dans voilà ce qu'on va dire. Et peut-être par rapport à cette question-là, le travail, enfin la réflexion de Judith Butler dans son livre Giving an Account of Oneself, donc rendre compte de soi. Je ne sais pas s'il a été traduit en français ou pas, mais Butler, dans la réflexion qu'elle mène, dans Giving an Account of Oneself, va vraiment se focaliser sur ce qu'elle propose de prendre comme point de départ de son analyse, c'est la façon dont on se saisit comme sujet dans la relationnalité, dans la façon dont on se saisit comme sujet en se racontant, et donc de la relation éthique que cela fait naître dans les situations d'interlocution. Et ça parle énormément à l'enquête ethnographique, puisque ça pose la question finalement de la responsabilité. Est-ce que voilà, il est important de tout faire dire quand on reçoit, on collecte une parole, quelles sont les injonctions à parler qui quadrillent déjà soit la situation d'enquête dans laquelle on est, soit l'expérience de celui qui, par exemple, si c'est un témoin qui nous parle ou quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de témoigner, mais chacun est déjà travaillé par un certain nombre d'injonctions à se dire ou à rendre compte de soi, et donc la parole qui est donnée vient s'opposer ou bien être travaillée se poser dans ces injonctions, ou bien être travaillée par ces injonctions. Et c'est notamment pour ça, à partir de cette réflexion-là, que les sciences sociales sont beaucoup revenues sur leur prétention à se faire la voix des sans-voix, ou à faire entendre la voix de celles et ceux que l'on n'entend pas. Mais la question du silence se pose d'une autre manière également, c'est en renvoyant à ce qui, dans l'expérience, se saisit en deçà du langage et donc de la relation, c'est-à-dire et donc dans ces cas-là, il faut déjà être d'accord pour assumer que il y a quelque chose qui se saisit, il y a quelque chose à saisir en tout cas en deçà du langage et de la relation. Ce n'est pas le cas, enfin ce supposé n'est pas pris pour argent comptant, disons, par tout le monde. Quelqu'un comme Butler, justement, serait contre toute la
toute la façon dont Derrida, par exemple, a influencé les sciences sociales, par exemple, également invite à se positionner contre. Mais si on pense, par exemple, aux travaux de Vinadas, la façon dont donc l'anthropologue américaine, américano-indienne Vinadas, et la façon dont Vinadas va utiliser la philosophie de Wittgenstein via le travail de Stanley Covell, Anne Covell, qui est un philosophe contemporain qui a travaillé sur tout ce que Wittgenstein pouvait nous apporter dans une phénoménologie du quotidien, du tous les jours, de la relation, du langage, du geste, donc sur ces questions-là. Vinadas, finalement, emprunte ou fait référence à ce corpus ou à cette pensée philosophique-là pour se confronter à la question du silence chez les enquêtés ou à la question des récits de la violence en travaillant sur des choses qui sont assez difficiles à saisir et qui sont ces moments où la vie déserte le langage, qui devient glacé, qui devient stéréotypé, ou bien qui tombe dans un silence. Et donc, elle travaille à partir de... Elle a beaucoup travaillé, elle a écrit plusieurs ouvrages sur les expériences et les mémoires de la violence chez des femmes qui ont du coup été victimes de la violence au moment de la partition entre l'Inde et le Pakistan et qui ensuite ont eu à vivre avec ces expériences principalement de viol au sein de familles où leur position était radicalement reconfigurée en tant que femme souillée, impure, etc. Mais la façon dont Vinadas travaille sur les récits de violence, l'absence de récits de violence, ou bien des récits qui tombent dans des stéréos, dans un langage glacé, comme elle dit, pour moi a été très inspirant parce que justement, elle arrive à saisir des éléments qui sont, comme je disais, extrêmement difficiles à saisir, notamment à un moment dans ses analyses, dans son dernier ouvrage qui s'appelle Life and Words, A Descent into the Ordinary. Elle parle d'un moment où la voix de la personne qu'elle est en train d'interroger devient Pierre. Et c'est extrêmement intéressant, cette voix qui devient Pierre. Elle arrive à non seulement donner une place dans son analyse, à développer une situation d'écoute où elle perçoit ce changement dans la voix, donc le langage gagné par la mort, pour le dire très vite, déserté par la vie en tout cas, et elle arrive à lui donner une place, à développer une analyse autour de ça. Il s'avère que moi, dans mes situations d'écoute, dans ce que j'avais pu entendre de récits de la violence, c'est exactement, finalement, c'était une chose qui m'avait frappée, les voix qui devenaient Pierre. Et c'est chez Vinadas que j'ai trouvé, donc, cet anthropologue, la première fois, une mention et un travail autour de ça. Et c'est par sa capacité à elle à travailler à ce degré d'analyse-là et à ce degré de collecte empirique-là, qui m'a inspiré, moi, à finalement me lancer aussi dans l'ethnographie, dans l'anthropologie, à choisir cette discipline en me disant, voilà une méthode de savoir qui est capable, finalement, de développer des outils pour arriver à se situer à ce niveau-là d'analyse et de recueil empirique. Et c'était extrêmement inspirant. Donc, moi, il me semble qu'il se joue quelque chose là dans cette attention au silence et dans ce matériel, dans cette matière-là, dans cette texture-là de silence, et dans la place qu'on lui donne dans notre construction d'un savoir autour des expériences de la violence, il se joue quelque chose de relativement important et
qui est la façon dont le propre de l'ethnographie n'est pas uniquement dans la démarche empirique, dans le fait d'être une démarche extrêmement empirique, mais dans une ouverture aux distorsions épistémiques. C'est-à-dire c'est-à-dire une ouverture à d'autres épistémés, sachant que nous sommes en sciences sociales souvent, on partage dans les sciences sociales avec l'activité juridique, mais également avec l'activité policière, des formes d'établissement de reconnaissance du vrai qui sont plutôt liées à l'établissement des faits, à la falsification, à la vérificabilité, à la fiabilité, etc. Et donc, c'est la plasticité de l'ethnographie, la façon dont on peut également être à l'écoute ou arriver à sortir de ces formes épistémiques-là pour être attentif aux distorsions épistémiques qu'on peut observer ou qu'on peut écouter. C'est ce qui, je pense, fait un petit peu plus que l'empirique, qui est présent dans beaucoup d'autres sciences sociales, qui fait la spécificité de l'ethnographie. Je parlais du silence. Il y a également un autre enjeu que celui du silence dans l'écoute ethnographique, hein, c'est ce qui déborde la voix attribuable à un interlocuteur identifiable. C'est-à-dire que voilà, une voix qui émane d'une personne. Et là, moi, je pense à ce qu'on appelle la rumeur et également à l'hallucination sur laquelle je vais revenir, c'est-à-dire ce qui circule et ce qui, encore une fois, défie nos règles du falsifiable. Quelle place est-ce qu'on donne à la rumeur? Quelle place est-ce qu'on fait à ces récits hallucinés dans le terrain empirique qu'on mène et ensuite dans les interprétations qu'on va donner. Donc c'est avec ces outils de l'ethnographie que je m'intéresse aux mobilisations. C'est avec cette démarche-là que je viens d'exposer extrêmement brièvement que moi je m'intéresse à des mobilisations qui ont cours depuis une dizaine d'années pour faire la lumière et dire la vérité à propos de faits de violence collective et étatique dont les responsables sont toujours en activité en Iran, donc la violence post-révolutionnaire. Je voulais vous demander, est-ce que vous entendez beaucoup mon fils qui est derrière ou est-ce que vous arrivez à m'écouter quand même? On y arrive, Chora, on y arrive. Ça va pas. Oui, ça va. T'inquiète pas. Ok. Donc, oui, ce qui est intéressant finalement, c'est que hier, j'intervenais dans un séminaire sur les traces écrites de la révolution iranienne. Et aujourd'hui, je parle ici avec vous excusez-moi. Excusez-moi. Donc, hier, je parlais des traces écrites de la révolution iranienne. Aujourd'hui, je parle des témoignages oraux de la violence post-révolutionnaire. Et finalement, en préparant ces deux interventions, j'avais l'impression que je faisais deux recherches différentes, alors qu'il s'agit totalement de la même recherche, mais prise par des angles extrêmement divers. Et donc, du coup, je dis ça parce que je pense qu'il est important donc, je vais parler de la violence d'État. Et des témoignages oraux. Il est important de garder en mémoire que cette violence post-révolutionnaire, c'est une violence répressive et collective qui a eu lieu contre les opposants à la République islamique, donc notamment dans les années 80. C'est une violence qui était une violence constructrice d'ordre social, parce que, et ça c'est ce que j'essaye de montrer dans mes travaux, à travers l'exercice de cette violence se construit un dispositif étatique et national après la Révolution.
notamment en excluant les autres projets révolutionnaires et les révolutionnaires qui sont opposés à l'islam politique de Khomeini. Donc, moi, je m'intéresse vraiment à la première décennie après la révolution de 79, donc la décennie des années 80. Et donc, cette violence d'État, donc les faits dont je recueille les témoignages ou dont je m'intéresse au recueil de témoignages, ce sont des faits qui viennent dans un deuxième temps, dans un temps long de la révolution qui est entamée en 78 et 79 en Iran, et qui sont indissociablement liés à une histoire et une expérience révolutionnaire, dont pourtant je ne parlerai pas aujourd'hui. D'autre part, il s'agit d'une expérience qui pendant longtemps a été non enregistrée, c'est-à-dire qui faisait l'objet de ce que un anthropologue comme Michael Taussig, qui a travaillé beaucoup sur la violence en Colombie, a qualifié de secret public. Les secrets publics qui étaient, comme il le définissait, ce qui était su de tous, mais ce qu'on savait qu'on ne devait pas savoir. Et donc la question de la répression d'État, de la détention de masse, de l'emprise, des tortures et des exécutions de prisonniers, donc sur une échelle de plusieurs dizaines de milliers de personnes et plusieurs centaines de milliers de détenus, dans les années 80 en Iran, font partie de ce qui justement n'a jamais émergé dans un débat public. Et pendant très longtemps, et finalement qui est arrivé, qui s'est constitué comme savoir collectif ou comme sujet de discussion publique au tournant des années 2010, à partir des années 2010. Et c'est une évolution et c'est un surgissement que moi j'accompagne et que j'observe de façon très participante depuis 10 ans et qui a lieu donc de façon transnationale et en exil. Puisqu'on a sur la première décennie post-révolutionnaire une rivalité narrative, une rivalité mémorielle, comme le mot que je trouvais intéressant, qui était posé par Pierre Thévanian. Cette question de la rivalité mémorielle se pose en Iran en distinguant, en opposant en fait de façon assez radicale une démobilisation transnationale hors du pays pour l'établissement de la vérité. C'est ce qu'on appelle truth-telling et truth-seeking, qui sont des termes de la justice transitionnelle. Donc, c'est des mobilisations transnationales qui utilisent la grammaire de la justice transitionnelle, les ressorts, la grammaire d'action de la justice transitionnelle, ce qui présente un paradoxe important, puisque nous sommes dans une situation où il n'y a aucune transition en vue. Mais c'est le cas également en Syrie, par exemple. C'est le cas à partir des violences politiques turques, de la proto-guerre civile en fait turque qui a eu lieu au Kurdistan turc dans les années 90. Donc il y a plusieurs. Il n'y a pas qu'en Iran. Il y a cette tendance à utiliser la grammaire de la justice transitionnelle dans des situations de non-transition qui porte un certain nombre de paradoxes que moi j'essaye de mettre à jour, d'étudier. Et donc à ce récit-là, à ces démarches de truth-telling et truth-seeking, s'opposent au sein du pays, donc en Iran, des politiques de la mémoire qui sont des politiques de déni dont l'objectif est de produire un récit, à la fois produire un récit alternatif sur la violence politique des années 80, donc qui est requalifiée en guerre civile ou bien simplement en lutte antiterroriste. Et là encore, l'Iran n'est pas du tout original. C'est ce qui est arrivé dans de nombreux cas. L'anthropologue Antonius Roban, par exemple, a travaillé sur cette requalification de la guerre sale Dirty War en Argentine de façon assez inspirante. Donc, d'une part, produire un récit alternatif de la violence et d'autre part, effacer les preuves forensiques.
en détruisant les cimetières, en détruisant les fosses communes, en produisant des fosses communes secondaires, c'est-à-dire en déplaçant les restes humains, etc. Et en fait, dans ces deux récits rivaux, dans ces deux écritures historiques en fait contradictoires, l'oralité a une place de choix, puisque les politiques mémorielles de déni en Iran se cristallisent de façon assez remarquable autour d'entreprises qui sont plutôt orales, ou en tout cas qui sont non écrites. On peut parler d'écriture muséale, mais enfin ça passe par la construction de musées, par des blockbusters et des séries télévisées, donc des films de cinéma plutôt à vocation populaire et de séries télévisées, mais aussi des initiatives d'histoire orale, beaucoup d'initiatives d'histoire orale. Il y a des chaînes Telegram, Tawrikh et Shafa'i, donc d'histoire orale, qui font des entretiens et qui sont très largement diffusés sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour ce qui se passe dans le pays. Tandis que à l'extérieur du pays, ces mobilisations, donc au pluriel, qui sont diverses mais antagonistes également, qui sont traversées par des divergences, ces mobilisations pour faire entendre une contre-histoire de la Révolution, ce sont notamment énormément refaçonné autour d'un moment qui était important au début des années 2010, donc en 2012, qui était la tenue d'un tribunal d'opinion pour l'élucidation des crimes d'État dans l'Iran post-révolutionnaire, dans la première décennie après la Révolution. Peut-être il est intéressant que je fasse un petit détour pour parler pour exposer quelques éléments sur les tribunaux, à propos des tribunaux d'opinion, qu'on voit, qui sont de plus en plus nombreux. Qui sont un phénomène, une forme de mobilisation en fait par le droit ou de mobilisation presque contre-juridique, et je m'en expliquerai, qui se sont multipliées dans la dernière décennie. Il s'agit de tribunaux qui sont donc qu'on peut appeler des tribunaux symboliques, hein, puisque ce sont des procès ce sont des tribunaux qui ne sont investis par aucun pouvoir exécutif. Ce sont des tribunaux de la société civile. Donc, globalement, ce sont des conférences qui prennent la forme de procès, ou bien des conférences qui prennent la forme de commissions d'enquête ou de commissions de vérité. Mais pas de vérité et réconciliation, puisque justement, il n'y a pas de structure étatique, il n'y a pas de contre... il n'y a pas ce contre-champ étatique ou de pouvoir étatique pour investir ces espaces-là. Ce sont des tribunaux qui sont généralement, ce sont des démarches contre-juridiques qui sont généralement endossées, qui sont soutenues par des juristes éminents. Donc en fait, dans le monde juridique, les tribunaux d'opinion ont une certaine place, ont sont une légitimité en tant que registre d'action. Et ça, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que l'anthropologie du droit, par exemple, c'est très peu saisie de la question des tribunaux d'opinion, puisque l'anthropologie du droit se focalise sur les arènes qui ont une légitimité étatique, même si ce sont des formes de justice coutumière. Mais elles ont une légitimité communautaire et tout de même étatique, puisque ce sont des communautés qui sont derrière investies ou reconnues par des États. Et tandis que ces tribunaux présentent un terrain de recherche, un terrain d'observation absolument prodigieux pour des sociologues, pour des anthropologues, ce sont paradoxalement les juristes qui ont le plus travaillé autour de ces questions. Et ce, il me semble, pour une raison importante, c'est que ce sont à la fois des lieux d'expérimentation juridique, des laboratoires, mais également des espaces qui, pour combler l'absence de légitimité d'investiture en fait étatique, d'investiture exécutive, renforcent énormément la légalité.
C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, du point de vue des juristes, ce sont des procédures qui sont extrêmement bien faites, qui sont extrêmement sérieuses, hein, qui sont très bien verrouillées, bouclées, qui ne sont pas du tout où on va faire appel à des juristes de renom, où on va expérimenter des idées, mais en les appuyant sur sur un travail en théorie du droit qui est relativement poussé, etc. Donc il y a toute une communauté juridique qui accompagne ces tribunaux, qui travaille autour de ces tribunaux, qui ont cette espèce de tendance à être du coup et c'est aussi un des paradoxes, plus catholique que le pape, puisque pour pallier à l'absence de légitimité, il y a un surplus de légalisme, vraiment. Et donc, on en vient à cette situation où souvent, ces laboratoires, ces formes d'expérimentation juridique sont pas très expérimentales et sont au contraire extrêmement dans les règles de l'art, extrêmement pointilleuses. Par exemple, la qualification de génocide, c'est une qualification qui encore aujourd'hui fait beaucoup de débats parmi les juristes, qui est difficile à manier, etc. Et une qualification qui va être très peu utilisée par ces tribunaux-là. Parce que justement, on ne s'aventure pas, on essaye d'avoir une solidité en théorie du droit et en pratique du droit, dans les formes de qualification qu'on va choisir, dans les formes de témoignages également qu'on va essayer de recueillir. Et c'est là que je vais peut-être passer un petit peu sur un certain nombre d'autres éléments que j'avais à vous donner par rapport aux tribunaux d'opinion, parce que voilà, j'ai pas tout mon temps, on va dire, j'ai déjà pris beaucoup de temps, et arriver directement à deux scènes que je voudrais vous décrire. Peut-être simplement avant de vous décrire ces scènes-là, pour en finir sur enfin, je n'en finis pas du tout, mais pour ramener la question des tribunaux d'opinion à ce qui s'est passé à partir du tribunal d'opinion iranien, donc ça s'appelait Iran Tribunal. Ce tribunal-là mobilise en fait une des dimensions des tribunaux d'opinion, qui est de faire autant, donc ce sont des formes de justice qui sont donc mobilisées par la société civile pour pallier à l'absence d'arène judiciaire, mais il y a une espèce de fonction double. Il s'agit à la fois de faire un procès qui ne peut pas avoir lieu ailleurs, parce qu'il n'y a pas de tribunal compétent, mais il s'agit également de faire le procès de la justice elle-même. C'est-à-dire de dénoncer à travers ce procès le fait qu'il n'y ait pas de tribunal compétent. Et ça, c'est une des dimensions, c'est pour ça que je parlais de contre-arène juridique ou de contre-justice. C'est une des dimensions des tribunaux d'opinion, de faire le procès de la justice. Et c'est lié également à leur origine. On fait souvent remonter l'origine des tribunaux d'opinion au procès Russell, au tribunal contre la guerre du Vietnam, qui s'appelait le tribunal Russell, parce que c'était Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre qui ont initié cette conférence tribunal. Mais en fait, il y a un premier tribunal d'opinion qui était bien plus ancien, qui a eu lieu en 1933, donc dans l'entre-deux-guerres, à Londres, et qui était un tribunal initié par des communistes, des exilés communistes allemands, pour protester contre la commission d'enquête et le procès qui était à leurs yeux, enfin qui était aux yeux de beaucoup d'historiens, un faux procès qui a été mené par les autorités nazies contre les incendiaires du Reichstag. Donc c'était pour protester contre le procès éminemment politique de l'incendie du Reichstag, et faire une contre-procédure d'enquête, une contre-inquisition. Donc la naissance des tribunaux d'opinion est née quand même à travers cette réaction contre des formes juridiques existantes, et pas uniquement pour pallier à des vides.
Dans le cas iranien, c'est tout à fait vrai, puisque la question des violences politiques et des massacres, notamment de prisonniers, a été connue par l'ONU au moment même où elle avait lieu. Il y avait des rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui étaient commissionnés donc par les Nations Unies pour aller enquêter en Iran, qui avaient accès à l'intérieur du pays, et donc qui avaient remis leurs enquêtes, qui étaient remontées à l'Assemblée générale de l'ONU en 1988-89. Donc c'était des années, les années où les massacres ont eu lieu, c'était des années où il y avait une présence onusienne et des enquêtes qui avaient lieu. Et donc du coup, cette situation où il ne s'agit pas uniquement d'absence de procédure juridique, mais de défaut d'arènes juridiques existantes à se saisir d'une question est tout à fait valable dans le cas iranien. Mais quand on parle de la question de l'inaudibilité, de la question de faire entendre ou non la voix, il y a il me semble que l'inaudibilité, disons, de toutes les mobilisations, des différentes mobilisations transnationales contre les violences politiques en Iran dans les années 80, est liée aussi à la communauté des victimes, qui étaient des anciens militants de gauche et qui se trouvent du coup, du fait même de leurs allégeances et de l'histoire révolutionnaire et post-révolutionnaire à laquelle ils sont liés, qui se trouvent pris dans une espèce de porte-à-faux où leurs alliés objectifs, on va dire, sont dans le camp occidental et dans le camp d'un certain usage de la rhétorique, de la grammaire des droits de l'homme pour, disons, d'un certain usage politique ou géopolitique de cette question du respect des droits de l'homme, usage géopolitique de l'impérialisme occidental contre laquelle eux-mêmes s'érigent. Donc en fait, ils se trouvent à ne pas pouvoir s'allier et à ne pas pouvoir aller investir les arènes qui leur sont ouvertes parce qu'ils sont extrêmement critiques justement de cet usage géopolitique des atteintes qui sont faites aux droits de l'homme. Et d'un autre côté, ils sont leurs alliés objectifs, on va dire, politiques, qui est la gauche anti-impérialiste, les différents mouvements de gauche anti-impérialiste, pour le coup, leur font défaut, puisque ils ne veulent pas rentrer sur ce terrain de la critique de la République islamique. Donc en fait, il y a des raisons. Je pense que c'est important, et là on est à des niveaux d'échelle extrêmement différents. Moi, je m'intéresse pas particulièrement à ce niveau d'échelle-là, mais je pense qu'il est important d'avoir cette situation géopolitique et la situation géopolitique de la communauté qui se mobilise en vue pour comprendre aussi les phénomènes d'inaudibilité de ces mobilisations. Donc, pour en revenir au fait que on peut observer ces tribunaux d'opinion qui, au moment des audiences, donc produisent un certain nombre de témoignages. Ce qui est intéressant, c'est que ces tribunaux d'opinion produisent une documentation qui est une ressource extrêmement importante pour les chercheurs ensuite pour arriver à obtenir du matériau empirique sur des terrains auxquels ils n'ont pas accès. Ça s'est vu par exemple très récemment par rapport au tribunal d'opinion qui s'est tenu contre le génocide des Ouïghours en Chine. On l'a vu aussi par rapport au tribunal d'opinion sur le massacre des communistes indonésiens en 65-66, qui a immédiatement été suivi d'une œuvre d'historiens, d'ouvrages collectifs qui ont été publiés à partir de tout le matériau qui a été compilé pendant ces conférences, ces tribunaux. Mais une majorité de cette documentation, en fait, échappe à l'écrit dans la mesure où il n'y a pas de greffier, dans la mesure où il n'y a pas d'instruction avec des auditions de témoins préalables. Donc, en fait, c'est à la fois une justice, mais ça n'en a pas tous les ressorts et les ressources. Et donc, il y a un certain nombre de matériaux documentaires qui restent à l'oral et qui n'est pas consigné, sauf à vouloir le consigner. Par exemple, dans le cas du tribunal d'opinion sur l'Iran,
il y a un film qui a été fait, un film documentaire qui a été fait qui s'appelle Ceux qui ont dit non, qui a été diffusé, qui a circulé en festival, qui est sorti en salle en Suède et qui a été diffusé sur plusieurs chaînes de télé en Europe. Et en fait, ce film-là était beaucoup plus important que le tribunal, en termes de diffusion publique, que le tribunal qui l'a filmé. Et donc ça, c'est un des paradoxes des tribunaux d'opinion, c'est-à-dire que si l'objectif n'est pas juridique en tant que tel, puisque il ne s'agit pas d'une arène juridique avec une puissance d'exécution, une puissance exécutive, alors il y a un objectif de communication, de diffusion. Or, ces tribunaux d'opinion ont des modes de communication et de diffusion relativement faibles et restent très centrés sur le travail juridique. Et ça, c'est donc ce paradoxe-là, par exemple, avait été finalement une des réponses qui avait été apportée dans le cas iranien, c'était la production de ce documentaire-là. Alors, moi, pour revenir à ce tribunal et à deux scènes que je voudrais vous exposer par rapport à mes questions qui sont celles justement de l'écoute ethnographique et du matériau que l'on recueille et de la façon dont on peut étudier ces procédures d'établissement de la vérité. Donc, deux scènes qui se passent au moment, dans le deuxième temps du tribunal d'opinion. Le tribunal d'opinion a lieu dans un premier temps à Amnesty International, dans les locaux d'Amnesty International à Londres, en juin 2012. Et ça prend la forme d'une commission vérité. Et dans un deuxième temps, il y a un procès qui a lieu au Palais de la Justice au Palais de la Paix dans la ville de La Hague. Donc c'est une salle de conférence qui est attenante au Palais de Justice international. Donc c'est des lieux à chaque fois éminemment bien sûr symboliques. Et il y a un procès avec une délibération d'un jury. Donc tout ça, voilà, dans le contexte symbolique d'opinion que je vous ai dit. D'où est-ce que je parle? Moi, je suis à la fois observatrice des différentes hearings, donc les audiences de ce tribunal. Je suis participante également. J'ai livré un témoignage. Et ce qui est également intéressant, c'est que je retrouve à travers ces hearings, donc là où on écoute la voix de ceux qui parlent, à travers ces audiences, je retrouve plusieurs témoignages de gens que j'ai vus en entretien dans le cadre d'un terrain ethnographique, dans le cadre d'entretiens ethnographiques auparavant. Mais les deux scènes que je vais vous raconter, je ne les ai pas, ce ne sont pas des personnes que j'ai interrogées en entretien. Ce sont des personnes, enfin, ce sont des témoignages un petit peu limites. Et je m'en explique. Donc la première scène, il s'agit du témoignage d'une témoin que tout le monde appelle Mère Esmat. Donc j'ai regardé dans les procédures, son nom de famille n'est mentionné à aucun moment. Donc c'est une mère de victime. Elle vient témoigner parce que il y a 7 personnes de sa famille, des frères, des fils et des neveux et des belles-sœurs. Donc 7 personnes qui ont été tuées ou exécutées au début des années 80 par les autorités iraniennes. Et à un moment, donc dans son témoignage, elle donne des noms. Donc elle parle du Kurdistan iranien où il y a une situation vraiment de guerre civile. Et elle donne des noms, elle donne des lieux. Elle livre un témoignage qui est relativement complet et très long puisque elle parle de 7 personnes différentes. Et à un moment, elle parle de son frère, dont le cercueil, donc de son frère tué, dont le cercueil a été remis à la famille sous scellé. Elle est parvenue à déceler le cercueil. Ils sont parvenus à déceler le cercueil parce qu'ils n'avaient pas le droit d'enterrer le corps, donc ils voulaient l'enterrer dans leur jardin. Et elle dit, au bout de 5 jours, on a décellé le cercueil et le corps saignait encore. Murmure dans la salle. Les juges ne reviennent pas sur cette description-là
je sens que l'auditoire, qui est principalement composé en fait d'anciens prisonniers ou de militants, mais bon, c'est généralement plutôt des membres de famille de personnes tuées ou d'anciens prisonniers, est un petit peu remué par ce témoignage-là. Et finalement, son témoignage et son récit où elle explique que ce corps, au bout de 5 jours, continuait à saigner dans le cercueil, donc on sait que c'est impossible, provoque une gêne qui, encore une fois, n'est pas relevée. Enfin, les juges n'essayent pas ne la mettent pas au défi, ou n'essayent pas de pousser plus loin ce témoignage. Mais il y a une espèce son témoignage est un témoignage fragile, parce qu'elle parle dans une langue qui est une langue différente de celle des juges, de celle du tribunal, mais c'est également un témoignage important, puisqu'elle donne beaucoup de noms, elle donne beaucoup de lieux. Est-ce que le fait qu'elle ait dit cette chose, qu'elle raconte quelque chose qui est fortement improbable, qui est impossible, est-ce que ça va invalider le reste de son témoignage? Et ça, c'est une question qui se repose pour moi, en fait. Donc, c'est une question qui est posée au tribunal, mais c'est une question qui se pose également dans mes recherches, puisque mes recherches elles se heurtent encore aux mêmes obstacles que ceux qui sont rencontrés par ce tribunal d'opinion, qui est l'absence de sources officielles, l'absence de documentation administrative, l'impossibilité d'enquête sur place. Et dans mon cas, et dans le cas de mes recherches également, il reste des récits qui, dans mon cas, sont des histoires orales plutôt que des témoignages. Et la question suivante, qui est de savoir comment comprendre, dans le contexte de travail d'établissement des faits, et comment travailler avec les écarts épistémologiques qui traversent la perception, l'expérience et la représentation de la violence vécue. Et donc, c'est cette question-là que posait le témoignage de Mère Esmat, en fait, il me semble, au tribunal, et la gêne, les murmures qu'il a occasionné. Si ça représentait un moment gênant ou une espèce de moment limite qui vient mettre à l'épreuve, en fait, c'est une épreuve pour le tribunal, ce témoignage-là, c'était l'écart épistémique, en fait, que révèle ce témoignage, et au contraire, un point de départ pour l'enquête ethnographique. C'est-à-dire que c'est l'attention qu'on va apporter à ces questions qui constituent la démarche ethnographique. Et pour reprendre, là je pourrais reprendre et vous citer une réflexion de l'anthropologue Alan Feldman, qui a travaillé sur les narratologies de la violence au moment de la guerre civile en Irlande, et qui écrit la chose suivante. C'est en partant de l'inadéquation descriptive entre les assises conceptuelles, donc tout ce dont on dispose, nous, à la fois en sciences sociales et dans un tribunal, pour établir le vrai. C'est en partant de l'inadéquation descriptive entre les assises conceptuelles et les excès de l'expérience empreinte de terreur que l'exploration ethnographique doit commencer. Bon, je laisserai là Mère Esmat et son témoignage un petit peu gênant pour vous décrire maintenant, et je vais y revenir, mais je voudrais vous décrire maintenant une autre scène, une deuxième scène. Il s'agit du témoignage de Mehdi Mermarpour, qui est et je cite leur nom, leur vrai nom, puisque ce sont des témoins qui ont témoigné publiquement et qui en plus sont présents dans le documentaire qui est donc à visage découvert, dans le documentaire qui a été fait sur le tribunal. Mehdi Mermarpour est arrêté en 1981. Il est condamné à plusieurs années de détention. Il est arrêté pour possession et distribution de tracts d'un groupe de gauche en Iran. Et en fait, il bénéficie d'une remise de peine contre collaboration. Son témoignage est un témoignage absolument inédit. Moi, je l'avais jamais vu avant de le voir à la barre de ce tribunal, puisque généralement les récits, les témoignages qu'on a de la violence, des tortures ou des témoignages de la part des survivants des massacres proviennent de ceux qui ont résisté. Et ça, c'est une chose également sur laquelle j'ai travaillé dans le contexte iranien. Il y a une grammaire de l'engagement politique, des valeurs morales partagées par l'auditoire
de ceux qui reçoivent ces récits, qui font que ceux qui n'ont pas résisté, ceux qui ont un moment collaboré, ne vont pas justement, généralement ne parlent pas. Or ici, Mehdi Marcourt commence à raconter qu'on lui a proposé une remise de peine contre une collaboration. En quoi consistait cette collaboration? C'était de prendre part à des exécutions. Il a accepté en se disant que de toute façon, on ne confierait pas, qu'il était connu en prison, qu'on n'allait pas confier de fusil à des gens qui étaient arrêtés pour des raisons politiques. Cette façon de proposer des remises de peine contre collaboration, ça fait partie d'une opération, d'une procédure en fait, d'une forme de gouvernement, d'une technologie de gouvernement qui existe en prison politique en Iran et qui s'appelle la tavabisation, c'est-à-dire la création des tavabs. Les tavabs, ce sont les repentis, et c'est la façon dont on va créer un groupe de prisonniers repentis, tavabs, qui vont devenir les collaborateurs principaux et ceux qui vont principalement prendre en charge à la fois les séances de torture, les séances d'aveu collectif et la surveillance des prisonniers dans les sections, voilà, dans les cellules, disons, où la vie est partagée en collectivité. Il y a ces tavabs qui sont à la fois prisonniers, mais également surveillants. Dans le cas de M. Marcourt, donc on amène ces prisonniers qui ont accepté de collaborer en bus sur un lieu, nous dit-il. On nous a amenés sur un lieu, sur un terrain vague, et on m'a demandé, donc moi je pensais jusqu'à la fin que donc on était bandés, on arrive les yeux bandés là-bas. J'avais prévu de vous diffuser son témoignage en vidéo puisqu'il existe, mais bon là, vu les conditions, je vous enverrai un lien pour vous pourrez le regarder c'est sous-titré en anglais. Et donc Monsieur Mémarcourt explique que jusqu'au moment où on lui débande les yeux, il était persuadé que c'était du bluff. Et tout à coup, un gardien de la Révolution, un gardien, prend le fusil et lui demande d'appuyer sur la gâchette. Et donc, il était dans la situation avec d'autres prisonniers collaborateurs qui avaient accepté de collaborer, où on leur demandait finalement, où le fusil était quand même tenu en effet par des gardes, et on leur avait demandé d'appuyer sur la gâchette. Et Mehdi Marcourt décrit une file de prisonniers qui passent devant eux et ces prisonniers repentis, collaborateurs, qui doivent appuyer sur la gâchette pour les exécuter. Certains des prisonniers qu'ils ont eu à exécuter avaient 12 ans. Il cite également une jeune fille de 14 ans. Silence dans la salle, c'est la première fois. Donc, on n'a plus du tout les murmures et la gêne. Là, il y a silence dans la salle. Nous avons vécu, avec le témoignage de M. Marcourt, quelque chose d'extrêmement marquant, qui était non seulement le premier témoignage que moi j'entendais de la part d'un victime bourreau, donc dans une situation qui était une situation impure, qui jusque-là n'avait pas émergé dans ces arènes de prise de parole. Mais il y a autre chose sur laquelle je voudrais plus insister, c'est qu'il se passait dans ce récit-là, en fait, nous faisait tous assister à la scène. Il y avait quelque chose, on était tous là, on voyait tous exactement ce qu'il décrivait. Et il y avait quelque chose qui débordait le récit et qui n'est pas accessible à sa transmission. On entendait une voix. Et on peut également entendre des voix à l'écrit, parce qu'il m'est arrivé de lire des témoignages dans les collectes de témoignages de survivants, notamment du massacre de 88, de lire des témoignages où l'on entend une voix et qui dispose, de même que le témoignage de M. Marcourt, de la même dimension hallucinée, ce que j'appelle une dimension hallucinée, et sur laquelle j'aimerais un petit peu revenir, qui est une puissance d'évocation qui rend perceptible à toute l'audience, à tout l'auditoire, tout à coup, une scène. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là à La Haye. Et là, également, une autre remarque que je voudrais faire par rapport à ça,
c'est que c'est à ce moment-là que moi, il m'est apparu un élément qui a été important dans la suite de mes réflexions, c'est que ces audiences, ces hearings de tribunal d'opinion permettaient en fait un certain nombre de choses, l'énonciation de certains faits qui ne pouvaient pas se dire dans des situations d'entretien en face à face. C'est-à-dire que moi, comme je vous disais, j'avais fait des entretiens avec des personnes qui ensuite parlaient au moment des procès. Dans ces expériences de violence, il y a une dimension contaminante des faits. Françoise Sironi, par exemple, qui a fait des expertises psychologiques des bourreaux, notamment de douche du génocidaire cambodgien Douche pendant son procès. Donc la psychologue Françoise Sironi parle de cette dimension contaminante de la violence qui scelle en fait un silence entre bourreaux et victimes pour l'unique raison que ces choses, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire parce que dire ces faits-là, c'est un savoir qui est extrêmement contaminant. Et donc en tant que victime, on peut avoir des scrupules en fait à transmettre ce savoir à d'autres. Si vous regardez le film The Look of Silence, on a un exemple puissant de cette dimension contaminante du savoir sur la violence dans le récit d'un des bourreaux. Parce que donc The Look of Silence, c'est le frère d'un tué d'une des personnes qui a été massacrée pendant le génocide des communistes en Indonésie en 65, qui va retrouver d'anciens bourreaux et leur parler. Et il y a un de ces anciens bourreaux et ces bourreaux-là sont très apologétiques, comme on dit en anglais, sont pas du tout, n'ont aucun regret de ce qu'ils ont fait. Ils vivent dans l'impunité, ils vivent dans une certaine glorification de leurs actes. Mais à un moment, le bourreau, cet ancien tortionnaire regarde la caméra et il dit quelque chose que je vais pas vous redire ici parce que c'est encore une fois cette dimension contaminante de la violence en fait qui ne s'arrête jamais. Elle peut même passer à travers des écrans et une situation de zoom, etc. Mais il dit quelque chose qu'il a vu sur le corps humain et ce qu'il devient quand à partir d'une certaine forme de violence. Il dit quelque chose sur le sein des femmes, est-ce qu'il a vu. Et on ne sait pas pourquoi il dit ça tout à coup. Quelle est la raison pour laquelle, de but en blanc, il va dire le corps humain fait ça quand on lui fait ça. Il devient comme ça. C'est ce que moi j'ai vu. Moi je le lis comme relevant exactement de cette dimension contaminante de la violence dont je vous parlais. Et il me semble que en tout cas pour mon terrain, la médiation du tribunal d'opinion, la médiation de cette situation où on ne s'adresse pas à une seule personne, on s'adresse à un auditoire avec des juges, des procureurs, un public, une certaine valeur de témoignage de ce qu'on dit, etc. Donc cette contre-arène juridique permet de dire un certain nombre de choses qui ne se disent pas dans un entretien en face à face, parce que là il y a une personne qui va recevoir ce qu'on a à dire et qui est extrêmement contaminé. Donc toutefois, donc ça c'était une dimension dont je voulais parler et qui était importante, qui est survenue. Mais pour revenir sur la dimension hallucinatoire, sur cette évocation de la scène à laquelle le témoin nous a tous fait assister, il y a quelque chose qui est plus qu'un aveu public, qui est l'un des rapports au vrai de la procédure judiciaire. Donc Foucault, notamment dans son cours à Louvain, qui s'appelle Mal faire, dire vrai, la fonction de l'aveu en justice, parle de la fonction d'aveu, de la dimension d'aveu qui existe dans l'établissement de la vérité judiciaire. Mais il y a ce n'est pas de cela qu'il s'agit, en fait, dans ce témoignage oral. Dans ce cas-là, nous étions transportés sur place. Il y avait une puissance d'évocation, que des psychologues diront une puissance d'évocation traumatique. Tout le monde le croyait.
personne n'a remis en doute, en fait, ce qui avait été dit. Personne n'a trouvé ça exagéré. Tout le monde a cru la sincérité, les propos de ce témoin. Et ça m'a fait penser également aux entretiens que j'avais avec des rapporteurs de l'OFPRA quand je travaillais sur les zones d'attente, et tout ce qu'ils me disaient dans les formes de vérification, en fait, dans les formes d'établissement du vrai que eux apprenaient à maîtriser dans leur pratique. Ils disaient à un moment, il y a des scènes qui sont, quand tu as l'impression d'assister à la scène, tu sais que la personne te ment pas. Donc là, moi j'étais extrêmement critique, en fait, de ces façons d'établir le vrai, de croire, de croire en la parole des demandeurs d'asile, etc., parce que ce n'était pas du tout ce n'était pas fait dans une neutralité axiologique, loin de là. Cela dit, on retrouve quelque chose. Moi, j'ai retrouvé quelque chose de l'ordre de ce que les psychologues appellent la puissance d'évocation traumatique. Il y a une scène qui est évoquée. Et cette évocation-là, c'est celle qui rend présent et qui transmet une perception sensorielle qui n'a pas de fondement physique. Et donc là, on arrive à la définition propre de l'halluciné. Il y a quelque chose d'halluciné auquel on est invité à participer. A priori, l'hallucination est un mensonge des sens, qui n'a a fortiori pas sa place dans une entreprise collective d'établissement du vrai et d'établissement des faits, comme c'est le cas dans un tribunal d'opinion. Surtout si cette entreprise collective est d'autant plus fragile qu'elle repose uniquement sur la parole des témoins, qui sont en plus, en l'occurrence, des victimes. Cependant, ce qui déborde la narration et qui renvoie au caractère halluciné, enfin, cette puissance d'évocation, eh bien, c'est exactement ça qui a convoqué dans la salle d'audience une vérité de l'expérience de la violence, ce jour-là à La Haye. Et ça renvoyait à la puissance de brouillage des perceptions, à la puissance de brouillage des effets sensoriels de la violence, quand on en fait l'expérience. Et c'est ça qui a été retransmis là, qui était en tout cas évoqué ou mobilisé. Et à mon sens, cette dimension-là dont j'essayais maladroitement de vous parler, c'est une clé également pour comprendre le témoignage de Mère Esmat que j'avais laissé en plan avec son corps qui saignait toujours 5 jours après les faits. Est-ce qu'elle a utilisé une grammaire iconique populaire pour transmettre l'horreur avec le langage dont elle dispose? C'est une femme qui est illettrée, qui en plus est kurdophone, qui s'exprimait en persan, mais donc qui dispose d'un certain registre culturel de langage aussi, de certaines formes de récit pour transmettre ce qu'elle veut transmettre. Et donc, est-ce qu'elle utilisait cette grammaire-là? Ou bien, est-ce qu'elle témoignait d'une trouble de la perception qui nous fait sonder la profondeur des effets de la violence dont on parle? Ou bien, est-ce qu'elle avait recours à un registre symbolique parce que son récit avait glissé hors de ses possibilités narratives? Ou bien, est-ce qu'on avait affaire à des restes qui étaient devenus déplacés là dans la salle du tribunal, à des restes d'une situation hallucinatoire qui était alors le quotidien des témoins? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, dans ces différentes possibilités, le matériau empirique dont je vous parle nous dit une chose avec certitude, c'est justement les questions épistémiques que pose l'écoute et l'oralité à l'anthropologue dans son ethnographie. C'est-à-dire que prêter attention et être capable de travailler avec ce qui, dans l'oralité, échappe aux dispositifs d'écoute qui sont centrés sur les seuls récits ou sur les seuls mots, c'est-à-dire les hallucinations, les silences, mais aussi ce que disent les corps, quand les voix deviennent pierres, comme le dit Vinadas, ou bien les tremblements. Alors ça, on le retrouve vraiment dans plusieurs registres, dans plusieurs cultures, les rires nerveux, les états de prostration, etc. Donc, arriver à travailler avec tout cela, avec tout ce qui déborde, c'est pas forcément en deçà, mais en tout cas déborde dans l'oralité le récit, arriver à poser une écoute qui puisse faire sens, donc non seulement capter, donner de la valeur,
reconnaître comme étant légitimes dans un travail de recherche ces manifestations-là, leur donner de la valeur, mais aussi en faire sens et se laisser guider par elles pour construire le sens. C'est ça qui va construire en retour la voix de la chercheuse ou du chercheur. Et pour moi, en fait, cette question de la voix et de l'oralité, donc le titre de la journée, c'est la voix de l'historien ou de l'historienne. Cette question de la voix, c'est les voix avec lesquelles on travaille, mais c'est éminemment aussi la voix aussi que l'on se construit et à travers laquelle on peut justement, quelle forme d'écriture va nous permettre de situer notre travail à ce niveau-là. Comment rendre compte des cadres d'interprétation et de perception auxquels les expériences de la violence empruntent la logique qui organise leur mémoire, dans des formes de savoir, comment en rendre compte, dans des formes de savoir qui nient ces réalités ou qui les repoussent hors champ. Et c'est là qu'on va avoir besoin, nous, anthropologues, de développer des formes, mais aussi, j'imagine, historiens, enfin, absolument historiens, quand je pense à ma collègue, par exemple, Anoush Kunt, de développer des formes d'écriture qui arrivent, qui à la fois sont très impures au regard des règles de la méthode, qui sont des formes d'écriture singulières qui ne sont pas destinées à être reproduites, qui sont limites, c'est-à-dire la question se pose de savoir est-ce que ces formes d'écriture peuvent légitimement se poser comme des démarches analytiques ou cognitives qui sont partageables, mais elles progressent comme elles peuvent, elles tâtonnent en inventant pour saisir au mieux ce qui reste difficile d'accès. Et qu'est-ce qui reste difficile d'accès ? Pour reprendre les mots, et c'est sur ces mots que je vais conclure, de l'anthropologue Michael Taussig, qui justement développe des formes d'ethnographie de la violence, des formes d'écriture qui n'ont absolument pas vocation à être reproduites. Enfin, il a écrit un journal, par exemple, où il fait du dessin. Renato Rosaldo fait de l'ethnographie par poème. Enfin, c'est voilà. Moi, j'ai essayé d'explorer le film documentaire. Qu'est-ce qu'il s'agit de saisir ? Notamment, il s'agit de saisir, et là je cite ça aussi, saisir au mieux la nature élusive de la chose étatique. Après tout, il n'y a pas que l'écrivain qui infuse la réalité d'états hallucinatoires. Ce privilège appartient aussi, comme Kafka nous l'a enseigné, à l'être au monde de l'état moderne. Et donc c'est là où la puissance de la démarche ethnographique n'est pas uniquement sur les peuples éloignés, les peuples sans état, les peuples justement qui précèdent la chose étatique à laquelle nous on a affaire, mais au contraire peuvent nous apporter apporter de l'eau à nos moulins de chercheurs pour peu qu'on veuille bien déborder allègrement de notre lit, de notre courant, voilà, de notre cours. Je m'arrêtais là.